Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce deuxième numéro des Bat Reviews, nos nouveaux formats de podcast pour des reviews consacrés aux sorties Urban Comics du mois de mars. Pour nous accompagner dans ce podcast, trois membres de la team Batman Legend, avec Alexandra. Oui, salut. Coucou Alex, mais aussi Aliénor Drake. Salut. Salut Aliénor. Et enfin Siegfried qui est avec nous. Bonsoir à tous. Salut Siegfried. Coronavirus ou pas coronavirus, nous on continue à enregistrer nos podcasts et à vous divertir le temps d'un petit instant pour vous parler des sorties donc du mois de mars, et on va débuter ce Bat Reviews avec le Batman bimestriel, 5e numéro du nom, qui est sorti et qui alors on va laisser de côté comme toujours les récits principaux de Detective Comics et de Batman Rebirth qui sont publiés en format librairie, puisque sinon ça fait un peu redondant parce qu'on en parle quand ils sortent en format librairie, et on va se consacrer sur ce qui est inédit, et notamment trois récits. Alors bon, il y en a un qui est un peu spécial puisque c'est un summer spécial, mais en tout il y a trois récits à part, et je vais démarrer avec Siegfried pour que tu nous parles de The Signal. Alors je te laisse présenter le récit parce que c'est vrai que ça faut replacer peut-être un petit peu le contexte. Alors, Batman et The Signal, donc c'est un récit qui peut se lire indépendamment, qui est écrit par Scott Snyder et Tony Patrick et dessiné par Cully Hamner, donc il y a un style un peu Romita Junior, et qui raconte donc, il me semble que c'est un des premiers récits consacrés au Signal en tant que héros à part entière, et pas juste en tant que sidekick qui apparaît pendant quelques pages. Enfin, il y a vraiment une volonté de le mettre en avant sur 3 numéros différents. Ouais. Et donc c'est une intrigue qui raconte en gros son premier jour en tant que Signal, comment il a trouvé le nom du Signal et comment il essaie de se débrouiller, de prendre son envol en dehors de Batman. Sachant que plusieurs adolescents acquièrent soudain des pouvoirs dans Gotham et meurent souvent de cette exposition à des pouvoirs, et donc il essaie d'enquêter pour savoir d'où viennent ces pouvoirs, est-ce que c'est lié à des choses qu'il connaît, est-ce que lui-même qui a acquis des pouvoirs récemment a un lien avec tout ce qui se passe. Donc on va pas spoiler évidemment, puisque ça essaye vraiment de créer du background au Signal. Le but, on sent quand même qu'on s'achemine vers quelque chose comme un remplacement de Batman par le Signal. C'est une rumeur qui est beaucoup évoquée, et là clairement il y a une volonté d'en faire un personnage beaucoup plus important de la Bat Family en lui consacrant son récit, son histoire, son background. Pour après, moi, ça serait pas un peu trop rapide, tu vois, parce que c'est vrai que alors, The Signal, derrière le Signal, c'est Duke Thomas, qu'on a pu découvrir à travers le run de Batman des New 52 avec Scott Snyder en l'occurrence, qui aussi a l'écriture de ce récit. Est-ce que ça irait pas un peu trop vite, tu vois, de parler directement de Batman pour Duke Thomas alors qu'on vient à peine de le découvrir? Je sais pas. Moi perso, j'ai du mal à accrocher à ce personnage. C'est pour ça que je te pose cette question. Je sais pas toi comment tu le vois, comment tu le ressens, mais moi j'ai du mal à accrocher à ce personnage. C'est pas forcément un personnage tu vois, avec lequel j'arrive à avoir beaucoup d'accroche. Je sais pas. Tout à fait. Je dirais pas que dans l'idée c'est trop rapide, parce qu'à mon avis on peut créer un bon personnage très rapidement, mais en l'occurrence tout ce qui a été fait sur ce personnage a quand même tendance à intéresser assez peu, et en regardant les commentaires de lecteurs, je vois très peu de gens qui le voient comme un personnage intéressant en soi, mais alors a fortiori qui n'en pas du tout pour remplacer Batman de quelque manière que ce soit. Donc on verra, mais il y a déjà le fait que c'est un personnage qui a une petite amie, qui a une famille, qui a une équipe, etc. Donc peut-être qu'il a trop d'attaches encore à peu près normales pour devenir un membre à part entière de la Bat Family. Son background est créé un peu trop rapidement. Enfin, tout à coup, il y a des grosses histoires avec sa mère, avec son père, avec tout ce qui l'entoure. Il y a énormément de choses qui se passent, et on sent vraiment qu'il y a une volonté de lui créer du background à tout prix, très très vite, pour vite fasciner le lecteur, et c'est vrai que ça prend pas beaucoup. Finalement, on ressent un peu comme une espèce de Miles Morales. Enfin, finalement, c'est un jeune, c'est un jeune noir qui a des pouvoirs, qui essaye un peu de prendre son envol et de vivre sa vie adolescente normale, tout en agissant de jour et en défendant son emblème de jour dans les rues de sa ville. Donc ça fait un peu pastiche, et ça a pas vraiment d'originalité ou d'intérêt à part entière pour l'instant. Et cette histoire-là, elle sera sans doute essentielle pour qui veut comprendre un peu qui est le Signal, puisqu'encore une fois on revient vraiment sur ses parents, son pseudonyme, son nom, son indépendance, etc. Mais l'histoire est pas très bonne, c'est pas très intéressant, et c'est pas ça qui va en tout cas vous faire accrocher au personnage si déjà vous n'accrochez pas de base. Oui, c'est vrai que c'est plus dans un
Je dirais dans une idée de complétiste d'Urban de nous proposer ça dans le bimestriel parce que c'est clairement un récit qui aurait jamais vu le jour en format librairie parce qu'il aurait jamais reçu le nombre de ventes minimum escompté, je veux dire pour un éditeur, non? Ah oui, tout à fait. S'ils veulent vraiment lancer le signal, il serait temps qu'ils commandent à un grand auteur un vrai run, ou au moins un vrai arc à part entière avec Ouais. une publication propre. Là, enfin, une petite publication, c'est dire, regardez à quel point il est important, mais en termes de format, on l'assume quand même pas trop et on ne veut pas dire qu'il est important. Donc, à un moment, il faut savoir, quoi. Soit on lui Ouais, donne de bah, l'intérêt, soit tu lui en donnes pas, mais là, c'est pas comme ça qu'on lui donne de l'intérêt, ça marche pas trop. ouais, ça marche pas trop. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que on a du mal à accrocher à ce personnage. Genre, l'histoire est pas inintéressante. Justement, c'est en 3 chapitres, comme tu le disais. Ça décrit une journée, c'est un matin, journée et fin de journée. Et on a quand même du mal à, même si l'histoire en soi, si tu la regardes globalement, c'est pas inintéressant, c'est pas forcément mauvais. Mais je sais pas, il y a pas ce petit supplément d'âme qui fait que tu accroches au personnage et que tu dis j'en veux plus quoi. L'histoire se finit, tu dis ok je passe à la suite quoi, tu vois. Tout à fait. Et puis, il se passe peut-être beaucoup trop de choses en si peu de pages. Ouais, Parce que oui bon, peut-être aussi ouais. avec des accents de déjà vu, enfin toutes ces, c'est un Robin qui tout à coup redécouvre le poids de sa famille. Il faut qu'il réapprenne l'héritage fondamental de sa famille. De quoi pas trop spoiler, mais enfin il y a cette notion d'héritage qui est très forte et qu'on a déjà vu pour d'autres Robins et qui là est condensée en très peu de pages. Enfin c'est vraiment rushé, c'est un peu dommage. Ok, bon ce The Signal, ce Batman and the Signal, c'est pas forcément extraordinaire. Mais Aliénor, du coup, pour toi, est-ce que parce que il y a d'autres récits un petit peu particuliers puisque ce sont des Summer Special, c'est les DC Beach Blanket Bad Guys Summer Special qui sont publiés. Donc il y a 10 petits chapitres écrits par plusieurs scénaristes et plusieurs dessinateurs. C'est vraiment de très courtes histoires sur les méchants en période de vacances. Et qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette partie-là, là, ce Summer spécial? Est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir publié? Est-ce que c'est bien déjà? C'est une bonne... Alors, étant donné que c'est un summer spécial, je pense qu'il aurait été bien de le publier pendant l'été, mais Ouais, je trouvais ce choix un peu bizarre aussi, ouais, c'est vrai. oui. Et de même, on ne ressent pas de... Et en même temps, on ne ressent pas, en fait, d'atmosphère estivale dans ce summer spécial. Donc c'est assez particulier là-dessus. Mais par contre, c'est des récits super intéressants. J'ai vachement bien accroché, parce que c'est court, déjà. Donc ça, c'est pas mal, c'est agréable. Et Ouais, puis en fait, ça fait quoi? Ça fait à peu près 5 6 pages, non? ouais, C'est Même pas, pas, ouais, à peine, ouais. ouais, ouais, c'est ça, 5-6 pages par personnage. Donc ça approche plusieurs personnages de l'univers, plusieurs méchants de l'univers d'ici, et pas seulement l'univers de Batman. On a par exemple, mince, l'ennemi de Wonder Woman là, j'ai Cheetah. Cheetah, ouais, c'est ça. Ouais. On a Alors Cheetah. dans l'ordre on a Bizarro, Luthor, Mr Mm, Freeze, Cheetah, Black Manta, Giganta, Grodd, Deathstroke, le Pingouin et All Might et le Crime Syndicate de Deathstroke. voilà. Mm. Et en fait, ça aborde un aspect assez humain, humaniste de chacun des méchants. Alors pas forcément, mais enfin, ça aborde un aspect un peu spécifique qu'on n'a pas l'habitude d'aborder avec ces personnages-là. C'est Bah, c'est un, vrai que c'est comme tu disais, l'aspect un peu humain, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que chaque ouais, histoire met en avant un aspect un peu humain de chaque vilain et le rapproche un peu de son bon côté, quoi. C'est-à-dire que tu vois ouais, le côté, soit le père, soit l'empathie de ouais, certains personnages Mr. ou Freeze, par ou son exemple. histoire, ou voilà, des choses comme ça. Mm, Donc, mm, à ouais. chaque fois, c'est assez intéressant dans l'approche. Après, c'est très court, donc voilà, c'est vraiment juste Mm. c'est pas très travaillé, quoi, dans le sens où Ah tu peux non, pas c'est sûr. explorer, avec Non. profondeur cet aspect-là, Mais mais ce que j'admire justement, c'est que ça explore en fait une facette assez sensible de chaque personnage en ouais. 5-6 pages. Enfin, c'est assez, c'est bien réussi en fait. Pour qu'on ait, moi, j'ai trouvé ça très sensible. Et du coup, pour réussir à rendre un aspect sensible d'un personnage en 5-6 pages, c'est fort quoi. Enfin, voilà, c'est plutôt bien réussi en fait. Ouais, carrément. Et puis bon, il y a des grands noms quand même, parce bon, on va peut-être pas tous les citer, mais parce qu'il y en a beaucoup.
mais il y a quand même Tim Seeley, Paul Dini, Francesco Mattina, dessin que je trouve sublime, Ouais. Liber Mero qui fait du scénario pour le coup, Ouais. Giuseppe Camuncoli, donc il y a quand même des grands noms. Bon, il y en a d'autres qui sont un peu moins connus, mais je veux dire c'est quand même il y a quand même des gros artistes qui passent dessus. Moi quand j'ai vu Mr Freeze, un récit de Mr Freeze écrit par Paul Dini, Ah j'ai oui. dit ouais, trop Mm. bien. Mais Ouais, voilà, d'ailleurs, il est après extra ce récit. Mm. ouais, il est super, voilà. Après c'est je trouve que c'est un côté très Paul Dini, c'est-à-dire que c'est tu arrives à t'attacher au personnage. Je trouve dans son Mm. écriture, tu t'arrives toujours à t'attacher au personnage et encore plus au vilain. Mm. Et, c'est ce qui fait sa force. Et puis voilà, on le retrouve même en quelques pages, on le retrouve quoi. Ouais. Puis bon, Mister Freeze, c'est un personnage qu'il a bien travaillé, qu'il a bien eu le temps de travailler, notamment Mm. sur la série animée. Mais bon, ceci est une autre histoire. Si on commence à parler de la série animée, on va plus s'arrêter. Oui. Du coup, justement, votre top 2, top 3 dans cette anthologie. Alors moi je commence. Euh, pour ma part, celle avec Mr Freeze, j'ai beaucoup aimé. Et puis celle avec Cheetah, tu en parlais tout à l'heure, toi Eleanor. Mm. Je le trouve aussi hyper intéressant. Alors que Cheetah, c'est un personnage que j'apprécie pas particulièrement, mais je trouvais que là, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça pas mal. Ce côté avec l'aventurière, Ouais. je vais Ouais. pas raconter l'histoire parce qu'on va pas spoiler le truc. En plus, il y a que 6 pages, genre si on spoil l'histoire. C'est un peu dommage, mais j'ai trouvé ça, ces deux-là, c'est celles que je retiens, tu vois. Mm. Et Moi, toi, j'ai adoré celle de Mister Freeze aussi. ouais. Ouais, mais ça, c'est Paul Et Dini aussi, on n'est pas juste. bah ouais, non, mais même, enfin voilà, c'est parce qu'il est fort aussi. Moi, c'est pas parce que c'est Paul Dini, c'est franchement, j'ai beaucoup aimé. Elle est simple, elle est mignonne, elle est voilà. J'ai bien aimé celle avec, bah bien sûr, Lex Luthor quoi, qui Ah traite de oui, Superman. l'écriture, elle est pas mal aussi, c'est vrai. Ouais, ouais, Ah oui, elle est bien, celle-là, c'est vrai. ouais. J'ai beaucoup aimé. Voilà, Deathstroke aussi. J'ai trouvé assez Oh, énervant. je les ai tous aimés, en fait. Ouais, voilà. Et toi, Siegfried? Bah Euh, ouais, celle de Paul Dini avec Freeze qui est particulièrement... En fait, elle est assez adorable. Et ça fait Ouais, elle vraiment... est adorable. c'est ça, Mm. en fait. C'est ça. Enfin, finalement, je trouve il a trouvé le truc qu'il fallait pour raconter une Mm. histoire de méchant pour un sommaire spécial, rendre un méchant adorable et humain. Et il a vraiment réussi un truc que d'autres ont moins réussi. Enfin, les auteurs qui ne font que s'amuser de façon un peu déjantée, lui, vraiment, il raconte quelque chose de fort, de Mm. mignon, qui fait chaud au cœur. Enfin, c'est vraiment chouette à lire. Puis Sinon, j'ai beaucoup... c'est une histoire, c'est l'une des seules histoires, si tu regardes bien, où ils sont vraiment en train de manigancer un truc méchant, tu vois. Parce que Ah, les bah, autres, ils font autre chose, ou ils sont pas forcément là pour manigancer un plan, alors que lui, il est en train de manigancer son plan avec son robot géant. Et puis, tu te retrouves de fil en aiguille à avoir ce moment un peu mignon. Ouais. ouais, tout à fait. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire sur Terre 3, donc avec Allman et le Crime Syndicate. Bon, ceci parce que j'aime beaucoup le personnage de Allman, donc qui est Ouais. la parodie de Batman sur Terre 3, qui en fait elle est tellement bien écrite et dense que on dirait presque la mort d'une vraie histoire et d'une histoire qui pour le Oui. coup serait pas mal. Ouais, c'est Alors que vrai. toutes les autres, on est vraiment des récits fermés, on sent que ça aurait pas pu être plus long parce qu'il y avait rien d'autre à raconter. Là, quelque part, on pourrait s'attendre à une suite qui pourrait en plus être assez sympa. Donc il y a pas Mm. une qualité d'histoire qui est plutôt intéressante. Et sinon, sur Grodd ou sur Black Manta, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est vrai que Grodd, il est un peu sous-estimé, voir Grodd avec le Flash dans un affrontement assez humain qui montre un peu à quel point ils sont similaires l'un et l'autre, alors que vraiment, ça tend pas du tout un parallèle entre Grodd et Flash. C'était un peu inattendu, donc ça faisait plaisir. En fin de compte, elles sont toutes sympas, ces histoires, parce que, tu vois, on les a à peu près tous cités, je crois. Alors, Giganta était un peu moins mémorable, peut-être. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'après, c'est un peu trop, peut-être, un peu trop, gigantesque. Je peux Il y le dire, avait celle avec le Joker aussi. Ouais, celle chez Bizarro, qui en fait parle plus du Joker, qui est super jolie, mais qui sinon en termes d'histoire est pas du tout intéressant. Oui, exactement. C'est très beau, Mm. mais c'est vrai que l'histoire, bon, Mm. c'est pas hyper intéressant. Par contre, c'est très beau. Les planches sont hyper Ouais, bien c'est vrai. travaillées. Mm. Enfin, globalement, pour une anthologie de 10 récits, ils ont vraiment réussi leur coup, en proposant quelque chose qui est vraiment de qualité et plutôt intéressant. Mm. Ouais, je suis d'accord, je suis Au coup, d'accord. Après, bravo d'ici. on peut, ouais, bon, on va d'ici. Et après, par contre, pour Urban, on peut se poser la question de pourquoi avoir fait le choix de le publier en plein mois de mars. Mais,
C'est assez surprenant, ils auraient pu le garder pour la publication d'août, à moins qu'ils prévoient d'arrêter les Batman bimestriels cet été, je sais pas. Tu vois, je me Mais comme pose la question. Comme le disait Aliénor, c'est vrai qu'il y a très très peu de récits qui finalement ont rapport avec l'été, donc comme quitte à perdre l'unité thématique, autant le publier dès qu'il le pouvait, donc pourquoi pas. Ouais, peut-être. Si on avait eu que des histoires de plage et de glace, oui, ça aurait choqué un peu plus pour un Summer Special, mais finalement on le ressent pas du tout comme un Summer Special quand on le lit. C'est plus une espèce de Batman Black and White, mais sur les super vilains, donc ma foi. Ouais, c'est vrai. Ok, allez, on enchaîne avec le troisième récit complet qui compose ce Batman bimestriel, et c'est le fameux récit intitulé Le Prix, qui concerne Batman et Flash, et qui prend place donc à la suite du récit Heroes in Crisis de Tom King et Clayman. Je vais passer la parole à Siegfried. Vas-y, tu peux nous parler. Je sais que tu as bien apprécié ce récit. Oui, tout à fait, c'était ma bonne surprise. Donc c'est un interlude dans l'arc Nightmare, ça se passe juste un peu avant Nightmare, donc dans la continuité des Batman de Tom King, et ça se passe juste après. Qui est pour ceux qui n'ont pas forcément retenu le nom du tome, c'est le 10e tome de Batman Rebirth. Tout à fait. Donc ça regroupe The Flash 64-65 et Batman 64-65. Je crois qu'une histoire qui s'échelonne entre les deux volumes, c'est Batman 64 puis The Flash 64 et Batman 65 puis The Flash 65. Enfin, c'est pas très agréable à lire, donc c'est bien d'avoir tout ça bien regroupé. C'est scénarisé par Joshua Williamson et donc dessiné par Guillaume March et Raphaël Sandoval. C'est très joliment dessiné. Vraiment, on sent que c'est ça qui fait plaisir quand on a des dessins qui sont faits dans des continuités relativement importantes pour les éditeurs comme The Flash et Batman, c'est que c'est pas confié à n'importe qui, même pour un récit finalement un peu mineur, une espèce de récit interne dans les grands arcs. C'est très joliment fait, c'est très joliment écrit, et donc on retrouve le Batman et Flash qui sont un peu traumatisés par Heroes in Crisis. Enfin, Batman, c'est quand même son grand échec, l'échec de Sanctuary, tandis que le Flash a quand même... donc c'est Barry Allen qui a quand même perdu Wally West, qui vient de mourir. Et donc tous les deux doivent essayer de se retrouver à la fois eux-mêmes et l'un l'autre, puisqu'on découvre qu'ils avaient l'habitude de mener quelques enquêtes ensemble en tant que détectives, et que finalement cette mort et cet échec de chacun est un peu réciproque les éloigne. Et donc ils tentent de mener une enquête qui les mène vers Gotham Girl, qui revient et qui essaie de ressusciter son frère. Ouais, alors justement, Gotham Girl, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, parce que j'avais limite oublié, moi, dans la série Batman. Parce que, tu vois, je veux dire, avec Tom King, elle est passée totalement aux oubliettes, on en parle plus du tout. Ah ouais? Parce que elle m'avait marqué, moi, personnellement. Ouais, au début, elle est là au premier tome, et jusqu'au troisième, mais après, disparition totale, quoi. Oui, c'était enfin une nouvelle super-héroïne, super-vilaine qui était intéressante, qui avait un truc en plus. D'habitude, on retrouve tout le temps à la même galerie. Et puis, effectivement, elle disparaissait un peu d'un coup. Et là, on la retrouve pour donc un tout petit arc, mais elle a vraiment son rôle à jouer. Elle est vraiment intéressante. Elle fait ce qu'il faut pour le peu de fascicules de pages qui lui sont consacrés. Donc, on est content de la retrouver, même si on l'avait un peu oublié. On est content de la retrouver. Ce qu'on lui fait faire est plutôt intéressant. Ouais, je trouvais que c'était très bien amené, ouais. Et donc le titre, le prix, en fait, le titre en anglais c'est The Price of Innocence, puisque ça fait référence au prix que les super-héros payent pour soulager les autres, le fait qu'ils prennent des responsabilités sur eux, et quitte à sacrifier un peu de leur propre vie, de leur propre personnalité, et donc on revient un peu à l'idée de base de Heroes in Crisis. Oui, tout à fait, de sacrifier un peu leur entourage, et de ce qui fait d'eux un héros, et forcément c'est pas toujours facile à gérer avec leur vie familiale, notamment Barry par rapport à Iris. Et donc, en seulement 4 fascicules, on a cette question qui n'avait pas toujours été très bien posée par Heroes in Crisis, qui se diluait un peu dans tous les sens. Enfin, vous retrouverez, je sais que certains n'étaient pas d'accord avec mon avis contre Heroes in Crisis, mais vous retrouverez ça dans notre critique débat collective. Mais là, en 4 fascicules seulement, on a quand même une plutôt bonne réflexion sur ce qui fait qu'on est un héros et ce qui nous éloigne en tant que héros, ce qui peut nous rapprocher en tant que héros, qui est très joliment dessiné, plutôt joliment écrit. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui pourrait justifier le prix du Batman bimestriel, si en plus il n'y avait pas l'agréable Beach Blanket Bad Guy Summer Special. Enfin, c'est un bon numéro pour moi. Ouais, moi aussi pareil, perso, je m'attendais, enfin déjà je savais pas que c'était publié, je l'avais même oublié. Bon, pour revenir, parce que quand on prépare les podcasts, on dit on prépare les sujets, et puis on se dit voilà, on va traiter tel récit, et ce récit-là, j'avais même oublié, j'avais même pas vu dans les annonces de Urban Comics qu'il était dans ce bimestriel, et puis tu vois, j'avais même pas fait attention. Et puis c'est en lisant donc mon Batman bimestriel que je tombais dessus, je dis les gars, il va falloir en parler.
de ce prix parce que en fin de compte c'est super intéressant. Mais en plus, bon, ça vient faire suite au récit donc Heroes and Crazies qui était quand même plutôt intéressant. Après on aime ou on n'aime pas, mais il apporte une idée assez intéressante quand même. Et puis c'est bien amené. Et puis d'une part il y a ce lien avec Heroes and Crazies avec la mort d'un personnage. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, mais bon voilà. Je sais pas si on peut spoiler. Bon, en même temps c'est Heroes and Crazies, ça fait un moment. Même pour la version française. Et puis ce lien entre Batman et Flash qui se retrouve alors que Flash est toujours ce personnage enjoué, ben là en fin de compte on se rend compte que même lui il n'arrive plus à garder le sourire. Et puis ce personnage de Gotham Girl qui vient jouer un rôle là où on l'attend pas vraiment en fin de compte. Je trouvais ça hyper intéressant. Et puis alors effectivement Gotham Girl aura peut-être un autre rôle à jouer plus tard. Je pense que Gotham Girl c'est peut-être un peu la Duke Thomas de Tom King, tu vois. C'est-à-dire que c'est le nouveau personnage qu'il a amené dans l'univers de Batman, mais on sait pas trop comment l'utiliser en fin de compte. Et est-ce que ça marchera mieux que Duke Thomas et son signal, je sais pas, mais c'est vrai que c'était un récit intéressant. Bah déjà, je la trouve plus attachante, même si justement elle apparaît moins. Enfin voilà. Mais Ouais. je me dis que ça m'attire à faire et c'est vrai que c'est dommage qu'elle ait été un peu oubliée entre temps. Ouais, c'est vrai. Bon, après, en même temps, d'un côté, bon, vous connaissez mon penchant pour le fait de préférer des héros ou des personnages, même des vilains, sans super pouvoir. Qui viennent déséquilibrer totalement la donne et notamment par rapport à Batman et tout son univers. Je trouve que son univers est plus fort lorsqu'il n'y a pas de héros ou de vilains qui sont trop disproportionnés en termes de pouvoir parce qu'après on perd en crédibilité et du coup je trouve ça moins intéressant. Et donc Gotham Girl c'est peut-être dans ce sens-là où c'est difficile à l'amener parce que comme elle a les pouvoirs aussi puissants que Superman, c'est peut-être difficile aussi après amener cette jauge tu vois. Enfin, je sais pas. Après d'un côté tu vois je l'avais oublié facilement, ça me gênait pas qu'elle soit plus dans Batman Rebirth. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'elle a un petit background qui peut être intéressant à être utilisé, mais à petite dose. Voilà, moi, enfin, c'est mon avis. Hein. Je trouve que là, voilà, là, c'était bien amené. Je trouvais ça intéressant, mais j'aimerais pas forcément la voir tout le temps dans la série principale Batman, tu vois. Ouais. Comme on pourrait voir un Robin ou un Nightwing plus régulièrement, voilà, Oui, tu je suis vois. d'accord. Moi, je préférerais ça aussi. Ok. Et justement, bon non, on va garder Nightwing intégral pour la fin. Mais puisqu'avant, je vais passer la parole à Alex, parce que Alex est parmi nous, elle a pas lu Batman bimestriel, donc elle a pas eu trop la parole jusque-là. Non, Mais justement, j'ai une petite question pour Batman ouais, bimestriel, parce que du coup, j'ai pas suivi, parce que j'étais très déçue que le format change, du coup, de se retrouver ouais, avec Batman Detective Comics et Batman Rebirth, alors que moi, je les achète déjà dans une autre version par rapport à ouais. la collection. Moi, je trouve qu'à un moment donné, on se fout de nous. Est-ce que vous pouvez me dire, ça vaut le coup de continuer à acheter ce format-là, alors que par les Euh, pages là, ou est-ce que je fais bien de pas continuer? Après, c'est vrai que C'est ça peut-être une dépend. question pour les autres personnes aussi. Je pense que chaque personne va le voir différemment. Mm. Moi, de mon point de vue, je l'achète que quand, en fait, je regarde le contenu. Et Ouais, alors j'enlève Batman Rebirth et Detective Comics oui, qui sont déjà dans mes versions librairie, mais je regarde les autres récits qui accompagnent le Batman bimestriel et s'ils m'intéressent, je l'achète, sinon je l'achète pas. Donc en fait, je me ok. retrouve en fait si tu veux mon Batman bimestriel dans ma bibliothèque, il y a le 1, le 3 et le 5. Mais Bah, c'est très aléatoire, en fait. Ça va dépendre voilà, du donc à l'intérieur. parce que les autres, par exemple le 4 était consacré à un récit sur Green Lantern, qui est un personnage que je suis pas forcément, donc je Mm. l'ai pas acheté, tu vois. Et là, par Ok. exemple, avec The Signal, avec Batman and the Signal, avec le prix et le Summer spécial Bad Guy là, je me suis dit bon ben là ce mois-ci je le prends, tu vois. Mm. Mais Mais ouais, voilà, je suis déçue, je suis vraiment déçue que ça se fasse comme ça parce que du coup, je me retrouve avec une collection de récits complets format kiosque fini, ouais, qui sera plus jamais complétée et j'ai pas forcément envie de mettre des sous dans un dans Ouais. un bouquin où il y a une partie des pages que je suis déjà en Mm. format cartonné. Donc bon, on en avait déjà parlé, mais
Je pense que Ouais. c'est bien de le redire que c'est un peu décevant, quoi. Ouais. Et après, je sais pas, ça c'est, j'ai donné mon avis, mais peut-être qu'Aliénor ou Siegfried auront un autre avis, hein. Bah après, non, je pense que ton avis est bon parce que moi je le suis en kiosque depuis le début, je m'achète pas les covers, les Ouais, hardcovers. c'est vrai. Donc c'est dans une situation différente, mais je pense que je serais toi, je ferais comme tu fais actuellement. Quitte à ce que si tu veux lire les récits dont on te parle, je te prête un numéro et puis voilà quoi. Mais Oui, vaut mieux voilà. Après, que- on va jouer le solidaire aussi. vaut mieux que tu finisses comme t'as commencé et puis point barre. Hein. Mm, mm. Ok. Bah, du coup, Alex, je te laisse la parole pour enchaîner sur Léviathan, tome 1. Oui, Si tu peux nous les présenter ce récit. Ouais, exactement. Alors, je sais pas si je vais en dire de bonnes choses ou pas. Léviathan, pour résumer, c'est une histoire assez intéressante qui va nous pencher vers le côté des agences d'espionnage. Donc, on va suivre Spiral, Argus, Deus et la Force Spéciale X. Alors oui, je savais pas qui était qui au début, donc ça permet de vraiment resituer et de comprendre que dans tout l'univers d'ici, il y a énormément d'agences d'espionnage de super-héros qui incorporent ou pas les super-héros. Donc c'est plutôt cool, il n'y a pas que Amanda Waller dans ce milieu-là. Du coup, on va être dedans et elles vont être les cibles d'une certaine entité, un ennemi, et du coup il va y avoir une guerre souterraine et secrète qui va se faire, et des rivalités, des trahisons. On va beaucoup avoir en avant Superman et Lois Lane. Donc il n'y a pas forcément du Batman. Un petit point, la couverture du coup est assez trompeuse. Parce que Batman, on le voit pas forcément, on le voit à la fin, je crois, parce que j'ai mis un petit moment, on le voit un peu à la fin, mais c'est pas forcément lui qui est mis en avant. Donc est-ce que c'est un coup marketing pour que les gens l'achètent? Je ne sais pas. Mon premier avis, c'est que Est-ce que tu veux dire que Batman se vend mieux que les autres héros? bah, si tu veux, on peut monter ta part. C'est aussi, Ça va être aussi que vite fait. dans l'imaginaire collectif, Léviathan, c'était vraiment le grand méchant, la grande organisation qui était né dans les pages de Batman, qui était le grand Exactement. antagoniste des Batman de Morrison. Et donc forcément, il fallait l'associer à Batman parce que Superman Léviathan, ça fait un peu bizarre au début, ça intrigue Oui. en bien finalement, Évidemment. mais Évidemment. Mais après, quand ça, on connaît pas forcément, pour une personne extérieure ouais, qui tout se à fait. dit c'est peut-être une nouvelle histoire de Batman, et mais Batman il est où dans le comics? Tu vois, Ouais. je peux comprendre aussi. Moi Aussi, le problème il doit au moins avoir 2 pages. je crois oui, mais c'est à la fin, donc tu serais déçu, Nico. Du coup le problème c'est le dessin. Je supporte pas. C'est moche. Oh. Ah oui, c'est C'est qui bâclé. dessine? Steve Epting. On est Steven Ping et pardon, et c'est pas beau, et vraiment là c'est une des rares fois où c'est douloureux pour moi. En termes de lecture, j'ai vraiment pas apprécié. On est sur un gros dessin, on est sur une colorisation qui en fait c'est trop de couleurs, et ça empathie sur ma lecture et sur mon appréciation. Après D'accord. Bon. globalement Bah, ça Steve, va si tu nous très entends, désolé. oui, ça a l'air très sympa, mais j'aime pas trop. Après, sur l'histoire en elle-même, ça va très vite. Euh, ça va un peu trop vite à mon goût. Le point bonus quand même, c'est Lois Lane, qui est pas mal mise Ouais. en avant, que je connais peu. Je lis pas forcément du Superman et pas forcément du coup du Lois Lane. Et là, elle est vraiment mise en avant en tant que personnage entre guillemets principal de l'histoire, qui est vraiment du coup, comme elle est journaliste, elle se trouve embrigadée dans ces différentes organisations d'espionnage, parce que son père fait partie d'une des organisations qui du coup va être blessée. Donc chaque organisation va être blessée, et elle, a fortiori, va être impactée par tout ça. Donc ce travail de journaliste, ce travail de camouflage, parce qu'à un moment donné, va se camoufler avec Superman, ils vont se déguiser. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça met le couple en avant, ça met l'action en avant. Voilà, c'est des petits bonus comme ça qui sont sympas, mais en gros, voilà, ça m'a pas marqué. Bah, pour l'instant, je suis entièrement d'accord. Les dessins de Stephen King sont vraiment très décevants. Enfin, ce qui est quand même supposé être un gros event, enfin, après, c'est vraiment présenté par d'ici comme le gros event du moment. Franchement, ils ont dû le confier à des artistes plus intéressants. Donc, il faut savoir que dans le volume Léviathan, on a donc les Action Comics 1007 à 1011, c'est pour ça qu'on a principalement Superman, et un récit Superman Léviathan Rising, qui lui n'est pas seulement scénarisé par Bendis, mais il est rejoint par Ruka, Fraction et Andreyko, sont plutôt pas mal, et avec 5 dessinateurs différents, donc Paquette, et là, les dessins vraiment sont pas mal.
Oui. Mais voilà, Ok. c'est vraiment dans ce que Epting dessine dans Action Comics, effectivement, c'est vraiment en deçà de ce qu'on peut Oui. attendre d'une publication qui se peut Moi, être importante que Action Comics. je suis restée vraiment sur la série principale. Donc la fin est plutôt cool, mais oui, c'est pas top et vraiment, c'est un des rares récits. Et j'ai eu des collègues aussi qui m'en ont fait part où le dessin prend vraiment trop de place par rapport au récit et ça fait baisser en qualité. Hmm. D'accord. Bon, c'est pas ouf, quoi. J'ai l'ambiance, désolé. Non, mais Sachant qu'heureusement, c'est... dans la suite, ça s'arrange, puisque après ces volumes-là, il faut lire Event Léviathan, qui lui est dessiné par Malayev, donc c'est déjà autre chose. Enfin, Ah, c'est, Malayev, c'est trop bien ça. voilà. Ah oui, c'est Donc très beau. après, Oui. donc la suite s'arrange, mais c'est vraiment ces 5 numéros-là par Steve Epting qui sont un peu De douloureux à toute lire. façon, de toute façon, moi, ce que je fais toujours, c'est que même si moi j'ai pas aimé, je conseille toujours aux gens de lire. Là, si moi, voilà, je donne mon avis qui est très personnel, mais il faut pas hésiter à faire son propre avis parce que le dessin peut plaire, hein, c'est très subjectif. Bien sûr. Et j'ai très hâte et je vais lire quand même la suite parce que c'est un tome 1, je reprécise, et du coup, il y aura le tome 2. Voilà, sachant que le deuxième tome est attendu pour le mois de juin. Alors, s'il n'y a pas de décalage par rapport aux Y a pas de publications et au décalage. coronavirus, Ouais. parce qu'on sait que les éditeurs ont stoppé leur publication pour le moment. Bon, je sais pas s'il y aura des décalages ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est prévu chez Urban Comics le tome 2 pour le 12 juin 2020. C'est ça. Bon, ça reste un récit à clé. On a envie de savoir qui est Léviathan qui est Léviathan à la Bah fin, ouais. parce que on Oui, découvre que c'est c'est un ça. super vilain qui s'appelle Léviathan, mais qui possède aussi une organisation. Donc c'est encore une millième super méga giga organisation de la mort qui tue et qui est plus forte que toutes les organisations et qui menace le monde. Enfin, c'est un truc qu'on a déjà vu 50 fois. Mais enfin, on est quand même curieux de savoir qui se cache sous le masque. Est-ce que c'est un personnage qu'on connaît? Est-ce que c'est un nouveau personnage intéressant? Donc il y a au moins ce truc-là qui fonctionne un peu. Même si, personnellement, j'ai trouvé le récit assez ennuyeux, justement, parce que ça rebat des choses qu'on a déjà Oui. vues 50 fois et que ça tourne un peu en rond. Enfin, les péripéties sont pas très intéressantes, les personnages ne semblent pas toujours prendre la situation très au sérieux. On a des pages de cartoons, on a des dialogues un peu amusés de Superman avec Lois. Enfin, si c'est peut être une si grande menace, quand on se souvient un peu de ce qu'était Léviathan dans les Batman de Morrison, où c'était vraiment une sacrée menace qui, à chaque page, on sentait que Batman pouvait être écrasé à n'importe quel moment. Là, clairement, on n'est pas à ce niveau de menace et Bendis échoue un petit peu à en faire quelque chose de vraiment bien. Les personnages sont pas toujours très bien écrits. Enfin, il y a Superman invite Amanda Waller dans la Forteresse de Solitude, par exemple, et on sait pas du tout pourquoi il lui fait confiance, alors qu'il n'y a aucune raison de lui faire confiance. Enfin, il y a Ouais, plusieurs petites alors que bizarreries Lois de Lane point de vue là. est pas d'accord et du coup ils communiquent pas ensemble alors que ils sont censés faire une équipe et on veut te montrer qu'ils sont un binôme assez solide et finalement pas tellement. Ouais, c'est assez bizarre, c'est assez décousu au final Bon, il y a le plusieurs bizarreries. scénario. Finalement, pour moi, le gros point fort de cet arc, c'est la relation. Enfin, tu le disais, c'est Lois Lane et sa relation Ouais, avec Clark Kent. On voit que Bendis essaie un peu de faire ce que Tom King a fait avec Catwoman et Batman, avoir renforcé un peu son couple fondateur. D'autant que Lois Lane, elle est un peu en dents de scie ces derniers temps. Je sais pas si vous vous souvenez, dans Heroes in Crisis, par exemple, elle recevait des vidéos secrètes de oui, Sanctuary, et puis elle les envoyait au monde entier sous prétexte que c'était de l'information, mais sans prévenir le super-héros, ce qui était quand même presque un motif de divorce pour moi. Enfin, c'était assez choquant. Là, pareil, dès le premier numéro, elle va voir son père et elle lui dit, Clark Kent, c'est Superman. Alors qu'elle a une relation assez conflictuelle, assez compliquée avec son père. On sait pas du tout pourquoi elle lui balance ouais. ça. Alors Après moi j'ai plutôt aimé. Enfin du coup cette première image où elle annonce que son mari qu'elle a caché pendant longtemps à son père est Superman, bah ça t'humanise vachement, ça te fait tu rentres en fait dans sa personnalité, tu rentres dans son monde, tu la comprends et tu comprends ses sentiments et du coup moi ça m'a permis de la suivre, ça m'a permis de m'accrocher parce que s'il y avait pas Lois Lane, s'il y avait pas ce côté humain et attendrissant, j'aurais pas du tout suivi parce que Amanda Waller moi elle me fatigue. ouais, J'en tout à peux fait. plus de la voir. Voilà, elle est méchante, on a compris très bien. Les organisations, les meurtres et tout, oui, bon, très bien. En même temps, vu comment c'est dessiné, bah, j'ai pas suivi. Mais Lois Lane, c'est elle qui m'a fait accrocher, donc j'ai bien aimé cette partie-là. Ouais, bon. Bon, moi, Mm. voilà, ça m'a un peu choqué parce qu'après Heroes in Crisis, c'est la deuxième fois qu'elle lance une bombe qui pourrait complètement lui retomber dessus parce que son père pourrait tout à fait la dénoncer, son père manque même de le dire à Amanda Waller Et c'est le goût du quelques risque, pages plus c'est tard. Creed. C'est le goût Ah, du risque de journaliste. Ils sont comme ça. ah, J'ai tout à failli fait, mais bon, être. si j'étais Superman et en couple avec une femme qui, toutes les 2 secondes, se fiche complètement de l'intégrité du super-héros et pense avant tout à elle et à donner des informations, bon, bah, c'est pas forcément évident comme relation de couple. Mais Ah oui. heureusement, après, il y a plusieurs pages vraiment plutôt Après, joliment écrites, avec une vraie relation c'est de couple, une vraie super dynamique aussi, entre hein. elles qui est vraiment chouette. C'est
c'est son père aussi. Je peux comprendre qu'elle a envie de lui dire. Ouais, mais son père, elle arrête pas de se battre avec lui, justement, à cause du fait qu'il lui cache des secrets et qu'il agit dans son ombre. Donc, c'est typiquement le genre de type qui pourrait utiliser l'information contre elle après. Donc, moi, bon, j'ai bien aimé, mais bon. Mais c'est, globalement, Léviathan, c'est pas fou. Voilà. Mais si vous aimez Lois Lane, c'est un des récits où elle est le mieux mise en avant parce qu'elle est indépendante, elle est forte, elle a une vraie relation de couple avec Superman, mais elle est vraiment très active. Enfin, ça fait plaisir de la voir comme ça. Et ça, c'est un personnage attachant, Lois Lane. Moi, j'aime bien. À la fois dans l'Action Comics, dans le Superman Léviathan Rising, c'est un personnage fort et ça, c'est le point fort beaucoup plus que Léviathan pour l'instant. C'est clair. Ok. Bon, on a compris, ça peut être sujet de discussion. En tout cas, Léviathan, ça fait parler. On va enchaîner avec le dernier récit. Alors, c'est une republication, puisque c'est une intégrale, et ça concerne notamment Nightwing dans sa période New 52 ou DC No Renaissance, pour la version française. Et je vais laisser la parole donc à Aliénor pour nous parler de ce premier tome de cette intégrale de Nightwing. Oui, donc en tant qu'amoureuse de Nightwing, le grand chef m'a laissé parler de de Nightwing. C'est donc cette intégrale regroupe finalement les trois premiers tomes qui avaient été publiés il y a plusieurs années par DC. Ça devait être en 2013, non? Attends, faut que je regarde sur les dates des bouquins que j'ai à la maison. Donc bref, je les avais lus il y a longtemps, donc j'ai encore des restes parce que c'était voilà, ça m'avait beaucoup plu. Alors en fait, c'est une belle approche du personnage. Pour quelqu'un qui connaît pas bien Nightwing, par exemple, qui veut le découvrir, qui ne l'a pas découvert par les Rebirths, ou même, si vous avez lu les Rebirths, les Rebirths, ça permet de le découvrir sous un angle un peu plus, assez traditionnel en fait. Enfin, je sais pas si, dans le sens où ça replonge dans l'univers, dans les origines en quelque sorte de Nightwing, ne serait-ce que le titre, alors je sais plus si l'intégrale 1, elle s'appelle aussi Piège des trapèzes, mais en fait le premier tome. Non, l'intégrale 1, s'il y a pas de. D'accord, c'est juste l'intégrale. Ouais, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bon, l'intégrale s'appelle intégrale. Ouais, c'est Tome un titre très original, ouais. Tome 1. En fait, Nightwing a affaire avec le cirque Ali, donc d'où il vient, et donc de résoudre une enquête et en même temps d'être poursuivi par quelqu'un qui a un rapport avec ce cirque. Voilà. Donc je vais pas en dire plus. Toujours est-il que graphiquement, c'est très beau, c'est plutôt classique entre guillemets, mais en fait c'est un très très beau trait. Enfin, c'est vachement bien dessiné en fait. C'est Eddie Barrows en principal, non? Ouais, Eddie Barrows, ouais. Donc c'est un style bien réussi, assez réaliste voilà, un style plutôt classique, mais vraiment très bien fait, avec une colorisation réussie. Enfin, graphiquement, y a rien à redire, hein, moi je trouve. Si ce n'est que Nightwing n'est pas bleu mais rouge. Aïe. Ouais. Change. Serait-il passé du côté des communistes? Eh ben, c'est le Superman Redstone, mais en Nightwing. C'est une piste à creuser. Mais toujours maintenant il est revenu bleu, donc voilà, il est un peu il sait pas sur quel bord danser quoi. Mais bon, il est quand même mieux en bleu, hein. Ça lui va mieux le bleu. Ouais, moi aussi, je trouve que, puis bon, c'est vrai que je sais pas, moi j'ai plus l'habitude de le voir en bleu, bon, bref, peu importe, là c'est rouge, après c'est qu'une question de couleur, à la limite. Si tu veux la date de publication, la publication en France de Nightwing, à la base de cette série, elle était en novembre 2000, ça a commencé en novembre 2012. D'accord, ok. Donc voilà, moi je ne peux que recommander. Alors en plus, il y a un lien étroit entre ce récit et le récit le deuil de la famille. Alors pas un deuil dans la famille, mais le deuil de la famille de Scott Snyder qui était lui aussi qui faisait partie lui aussi des périodes de 52. Voilà. Ouais. Donc c'est à lire en lien avec ça, surtout pour la fin en fait de l'intégrale.
Donc, Et est-ce donc qu'il voilà, faut... moi je peux en dire que du bien. C'est à lire pour ceux qui aiment Nightwing ou ceux qui veulent Ouais, découvrir voilà, Nightwing. c'est ma question, c'est est-ce qu'il faut être fan de Nightwing pour lire Non, ce genre de récit ou est-ce que ça, tu vois, ça s'adapte aussi à tout public qui souhaite découvrir le personnage. ça s'adapte complètement, parce que moi j'étais pas Mm. forcément fan, contrairement à Anaïs, je pense que t'étais plus fan au début, et du coup je suis pas forcément fan, voilà, moi les Robins j'aime bien, mais sans plus, et c'est très très cool, ça te permet de le voir différemment, de le voir hors Batman, de le voir dans son Mm. élément, de se rendre compte que tu peux avoir aussi un côté enquête, un côté aventure, pas forcément la houlette de la chauve-souris, et c'est très cool. J'ai beaucoup aimé. Ok. Voilà. Bon, ben je pense qu'on a fait le tour des sorties du mois, en tout cas de nos lectures du mois. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. On va couper ici ce podcast des Bat Reviews numéro 2. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Alors non pas pour des sorties du mois d'avril, parce que malheureusement avec les arrêts des publications chez les éditeurs à cause du coronavirus, je pense qu'on n'aura pas forcément de lecture nouvelle à lire. Donc ce qu'on va faire certainement, c'est vous proposer peut-être un petit retour sur nos lectures en confinement. Parce que le confinement, ça nous a permis de relire des vieux trucs et des classiques, des moins classiques, des beaux, des pas beaux, du bien, du pas bien. Mais en tout cas, ça nous a permis de lire plein de choses et donc ça sera peut-être l'occasion de vous en parler dans ce prochain podcast, puisque il y aura pas forcément de sortie nouvelle. Euh, à communiquer. Donc voilà. Sur ce, merci Alex pour ta présence sur ce podcast. Merci Aliénor. Merci à toi. Et merci Siegfried. Merci à vous Salut. tous et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée ou bonne journée, parce que selon l'heure à laquelle que les gens vont nous écouter. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous laisser vos messages, si vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord avec nous sur les avis des différents récits. Si vous les avez aimés, donnez-nous vous aussi vos avis sur les lectures du mois. On se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao.